8h35 Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Stéphane Peu, député PCF, nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, deuxième circonscription, secrétaire général également du bureau de l'Assemblée nationale. Stéphane Peu, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Il vous aura donc fallu 16 jours, mais ça y est, vous avez fini par vous mettre d'accord au nouveau Front Populaire sur votre candidate pour Matignon. Elle s'appelle Lucie Castet. Pourquoi elle, au final, Stéphane Peu? D'abord parce que pendant ces 16 jours, nous avons un principe, c'est que nous voulions un consensus autour d'une candidature, ça c'était important. Sur le nombre de jours, je signale quand même qu'en 2022, Emmanuel Macron a mis 22 jours avant de nommer Elisabeth Borne à l'Assemblée et il n'avait qu'un consensus avec lui-même à chercher. Et il a mis 22 jours. Mais qu'est-ce qui vous a plu au-delà de ça dans ce profil de Lucie Castet? D'abord, la compétence. L'expérience et puis des engagements très forts. Elle a été au ministère des Finances, elle a été à Tracfin, qui est quand même l'organisme qui chasse les fraudeurs fiscaux et la criminalisation financière. On évalue en France à 100 milliards d'euros chaque année qui sont d'évasion fiscale. Donc il n'y a jamais eu de volonté de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron d'être efficace dans la lutte contre l'évasion fiscale. Donc je pense que c'est quelque chose d'important parce que elle a deux grands marqueurs. La défense des services publics. Et on sait à quel point ils sont dégradés dans notre pays, qu'il s'agisse de l'école, de l'hôpital, entre autres. Et puis la justice fiscale, qui était quand même la grande revendication des Gilets jaunes. C'est pas si loin que ça. Directrice des finances à la mairie de Paris, elle est critiquée pour avoir mis les finances de la ville dans le rouge. Bon, franchement, je crois pas. D'abord, elle y est pas depuis très longtemps, et puis je ne crois pas que les finances de la ville de Paris soient dans le rouge. Enfin, c'est un mauvais procès, vous savez. C'est toujours le même débat. Ce sont les attaques de vos opposants, notamment à droite, ou Sébastien Chenu du RN. Oui, bien sûr, mais non, il faut. Vous savez, l'état des finances publiques d'une commune comme d'un pays, c'est de savoir quelle est la nature de la dette. Si vous avez de la dette pour investir pour l'avenir et armer votre pays ou armer votre commune, c'est de la bonne dette. Si c'est de la dette pour payer du fonctionnement habituel, c'est de la mauvaise dette. La dette de la ville de Paris, autant que je le sache, est plutôt une bonne dette, c'est-à-dire une dette d'investissement pour armer la ville. La dette du pays et le passif de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir accumulé la mauvaise dette, c'est-à-dire celle qui ne prépare pas le pays à l'avenir, mais qui est une dette qui permet juste au pays de fonctionner. En tout cas, Lucie Castet, on va se mettre d'accord là-dessus. Elle est peu connue du grand public. Je ne sais pas si vous la connaissiez avant. Oui, moi je la connaissais parce que je suis de très près les travaux du collectif qu'elle anime avec un autre haut fonctionnaire qui s'appelle Xavier Bontemps, qui est d'ailleurs de ma ville. Ce sont tous les deux des énarques et qui animent un collectif qui s'appelle Nos Services Publics et qui sont très attentifs à la défense des services publics. C'est notamment eux qui ont beaucoup alimenté la commission d'enquête du Sénat sur les cabinets conseils. Vous savez, ce scandale qui consiste à réduire le nombre de fonctionnaires et dépenser un fric de dingue pour aller payer des cabinets conseils qui font des notes très succinctes pour des fortunes. On pense à McKinsey notamment. Voilà, c'est cela. Et qui a proposé son nom? C'est qui? C'est la LFI? C'est le PS? C'est les écologistes? C'est vous, les communistes? Non, écoutez, je vais vous dire un truc. Forcément un groupe parti qui l'a proposé en premier. J'étais dans les négociations par intermittence. Donc j'y étais hier, mais j'y étais pas avant-hier. La semaine dernière, j'y étais pas beaucoup parce que j'étais très mobilisé sur l'Assemblée nationale. Et donc je ne le sais pas. Donc je veux pas. Non, franchement, je ne sais pas de quelle famille politique émane son nom. En tout cas, son nom a été dévoilé à quelques minutes seulement avant la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir. C'est le fruit du hasard ou pas? Non, oui, c'était de toute façon il fallait qu'on aboutisse. C'était mieux de le faire avant l'allocution du président de la République. Et puis c'était aussi l'idée d'essayer d'interpeller le président de la République sur cette drôle de notion de trêve olympique.
Moi, je suis député de Saint-Denis. Je suis très mobilisé sur les Jeux. Je suis très favorable aux Jeux. Je serai demain sur le parcours de la Flamme. Je serai vendredi on y reviendra, au concert de Slimane. Enfin bon, bref, j'ai fait un rapport parlementaire sur les Jeux Olympiques. Donc, je fais partie de ces députés qui sont très allants, très enthousiastes. Mais enfin, les Français, peut-être pas Emmanuel Macron encore mais les Français, ils sont capables de faire deux choses en même temps. Ils peuvent se rassembler autour des Jeux Olympiques, accueillir le monde, présenter le meilleur visage de la France au monde avec les Jeux Olympiques, et en même temps s'intéresser à la situation. On fait du en même temps aussi, oui. Oui. Pour le coup, on fait du en même temps. C'est pour ça que c'est curieux qu'Emmanuel Macron n'y arrive pas. Et en même temps, traiter la crise politique qui est née de la seule décision du président de la République. La décision insensée de dissoudre l'Assemblée nationale au mois de juin, ça aurait pu se faire à l'automne, ça aurait pu se faire au terme d'une motion de censure si elle avait été votée. Mais ça vous a profité au final? Oui, mais d'accord, mais on peut pas, quand on traite des questions politiques, on peut pas seulement réfléchir au regard de ses propres résultats. On est obligé de regarder le pays, les enjeux, la situation. Et donc, je le dis, Emmanuel Macron a pris cette décision insensée avec ce calendrier insensé. Il veut faire ces élections en si peu de temps, avec un deuxième tour à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est incroyable. Alors vous l'avez entendu hier soir, il balait la candidature de Lucie Gastet. Ouais, alors moi je l'ai pas compris tout à fait comme ça. Je lisais la presse. Vous l'avez compris comment alors? Je l'ai compris comme. Ça semblait quand même assez clair. Lui, il appelle à un front républicain. Oui, non, mais d'accord, mais il sait pas ce que c'est que le front républicain, Emmanuel Macron. Il en a bénéficié en 2017. Il n'en a jamais tenu compte. Il a été élu par une grande partie de voix de gauche, il a fait une politique de droite. 2022, bis repetita. Il est élu grâce à un front républicain et il n'en tient pas compte. Il dit ce résultat m'oblige et puis dès le lendemain, il tourne la page et il fait autre chose. Il est responsable, méprisant, c'est un délit de démocratie? Non, je crois que ce président de la République, j'en suis assez convaincu, mais d'abord, il connaît pas bien ce pays. Il connaît pas bien ce peuple. Il connaît pas la profondeur du peuple français, son côté extrêmement politique du peuple français qui sait faire des choix. Et donc, comme il est habité par l'admiration de sa personne et le sentiment qu'il est capable à lui tout seul de guider ce pays, il est dans une dérive égotique qui est inquiétante. On l'a vu à maintes et maintes reprises. Donc ça veut dire que s'il y a un gouvernement qui se met en place sur ce système de front républicain, pas question pour vous, les communistes, d'y participer? Mais il ne sait pas ce que c'est que le front républicain. Le front républicain, c'est un réflexe de barrage pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. C'est tous les partis qui ne sont pas le RN, quoi. Oui. Moi, je comprends comme ça. Oui, mais c'est un réflexe de vote. Et donc, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Il doit en responsabilité nommer un Premier ministre. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas on a une majorité absolue, ce serait absurde. On a une majorité relative, comme lui-même avait une majorité relative en 2022 d'ailleurs. Donc on a une majorité relative, c'est compliqué, c'est moins confortable qu'une majorité absolue. Mais la logique, c'est de nommer un Premier ministre de la coalition arrivé en tête, et ensuite il nous faut fabriquer sur la base de notre programme des majorités. Alors il y a des lois où on ne l'obtiendra pas, il y a d'autres lois où on l'obtiendra. Notamment, vous l'obtiendrez en ce qui concerne l'abrogation de la réforme des retraites. Vous avez déposé une proposition de loi en ce sens. Le RN dit qu'ils sont prêts à la voter. Vous acceptez leur voix? Mais oui, mais enfin d'abord, je vais vous dire une chose. La réforme des retraites, elle est honnie par le peuple français. Toujours aujourd'hui, 85% des Français la refusent et la rejettent. Le président de la République est passé en force. Elle n'a jamais été votée. Elle n'a jamais été soumise au vote de l'Assemblée nationale. Il y a eu un 49-3. Parce que déjà, à l'époque, il n'y avait pas de majorité. Il y avait le Rassemblement national. Mais ça, on l'entend. Mais très concrètement, est-ce que vous acceptez les voix du RN pour faire passer cette abrogation? Est-ce que c'est ça la question aussi? Mais il n'y a pas que le RN. Il y a une partie des macronistes qui sont contre. Je vous le dis. Vous verrez, demain, on fait voter l'abrogation de la réforme des retraites. Il y aura la gauche, il y aura
paraît-il, le Rassemblement national, mais il y aura aussi une partie des Républicains qui déjà à l'époque étaient contre. C'est aussi pour ça qu'il y a eu le 49.3. Il y aura aussi des macronistes qui voient bien que on ne peut pas faire une loi dans ce pays, dans un pays qui est aussi en tension et aussi fracturé, quand vous avez 85% des gens qui s'y refusent, que les travaux pénibles sont pas pris en compte et que on sanctionne en fait toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt et qui gagnent pas beaucoup. Parlons du logement, Stéphane Peu, parce que vous avez déposé une proposition de loi à ce sujet. 2 mesures, notamment du nouveau Front populaire, font particulièrement réagir. L'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement, et puis la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Ça figure, ça, dans votre proposition de loi ? Non, j'ai fait une proposition, j'ai déposé avant-hier une proposition de loi avec 6 mesures d'urgence pour le logement. On parle beaucoup du pouvoir d'achat. Le logement est le premier facteur de dégradation du pouvoir d'achat des ménages, des couches moyennes et des ménages modestes. Et donc je fais 6 propositions. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en France à un niveau de construction de logements, toutes catégories confondues, qui est le plus bas depuis 91-92, c'est-à-dire depuis 40 ans, date de la dernière grande crise immobilière. C'est catastrophique, et donc tout le monde vous dira, dans les métropoles comme dans les zones rurales, que la crise du logement aider les est considérable. Notamment. Donc nous, on veut, j'ai fait une proposition de loi, pour le coup, je suis persuadé qu'on peut obtenir une majorité à l'Assemblée nationale telle qu'elle est composée aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'il n'y a pas les 2 mesures dont je vous ai parlé. Non, mais moi, j'ai pris 6 mesures d'urgence dans 2 axes. Il faut relancer la production de logements abordables, c'est-à-dire ce qu'on appelle le logement HLM ou le logement social. Et un deuxième axe, il faut aider ceux qui ne sont pas propriétaires et qui souhaitent le devenir, ce qu'on appelle dans le jargon les primo-accédants, à le devenir pour essayer de fluidifier et de remettre un peu de circulation dans le parcours résidentiel. Voilà, donc c'est des mesures d'urgence, c'est pas exhaustif, mais je pense qu'avec 6 mesures d'urgence comme ça pour relancer la production de logements dans notre pays, je peux obtenir une majorité à l'Assemblée. Stéphane Peu, les Jeux Olympiques, avec cette polémique pour l'insoumis Thomas Porte, les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques de Paris. Ils sont arrivés hier. Ils refutent tout antisémitisme. Comment réagissez-vous à cette polémique et ces propos sont-ils antisémites selon vous ? Antisémite, non, mais moi je souhaite la bienvenue aux athlètes israéliens, d'une part. Petite anecdote, mais mon grand âge, entre guillemets, fait que j'étais jeune militant lycéen en 1981, quand les Américains ont voulu boycotter les Jeux de Moscou. J'ai fait signer des pétitions contre le boycott des Jeux de Moscou. Et en 84, les Soviétiques ont voulu boycotter les Jeux de Los Angeles. J'ai fait signer des pétitions contre le boycott des Jeux de Los Angeles par les Soviétiques. Pourquoi et pour quelles raisons, avec une position constante, on ne fait jamais payer à des sportifs les responsabilités de ces gouvernements? C'est une mauvaise manière. Et sauf les Russes. Et les Jeux Olympiques, oui, mais même, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut que les athlètes. Donc les Russes auraient dû, selon vous, concourir avec le drapeau russe, avec l'hymne russe, c'est ça? Oui, bien sûr. Non, mais c'est valable. Ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. J'aime pas les politiques à géométrie variable, que ce soit dans le sport ou dans les relations internationales. La CGT Spectacle annonce une grève des danseurs pour la cérémonie d'ouverture. À Lyon, les pompiers menacent de faire grève pendant toute la cérémonie, pendant toute la durée des Jeux, pardon. Et puis, menace de grève dans les aéroports parisiens. Est-ce que vous soutenez ces mobilisations? Est-ce que vous les encouragez, Stéphane Peu? Je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un rapport parlementaire sur les Jeux Olympiques il y a 1 an et demi, avec un député macroniste. Dans ce rapport, on alertait sur le retard pris dans les négociations sociales dans un certain nombre de branches. Et on avait dit, attention, si on prend autant de retard à négocier socialement le surcroît de travail, le report des congés, etc., il va y avoir des problèmes. Et malheureusement, il y a un certain nombre de secteurs où ce retard a été pris et c'est bien dommageable. Vous savez, les intermittents du spectacle, quand vous voyez qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre la rémunération d'un danseur salarié avec un danseur intermittent du spectacle, on peut comprendre qu'il ne soit pas très content. Vous avez dit vendredi, donc la flamme olympique qui sera chez vous, en Seine-Saint-Denis. Le rappeur américain, il sera aussi Snoop Dogg, qui portera la flamme dans votre département. C'est un amateur de cannabis, accusé notamment de viol. Est-ce que vous pensez que c'est un bon exemple pour la jeunesse? Alors là, je ne sais pas si vous savez qui l'a invité au final.
Je pense que c'est Tony Estanguet. Enfin, la flamme olympique, elle est sous l'égide du... Ça peut être aussi les sponsors, éventuellement. Ça peut aussi être... Oui, alors je suis d'accord avec vous. Il y a une mainmise des sponsors. Mais c'est une erreur de l'avoir invité, Snoop Dogg. Je vais vous faire un aveu. Je savais pas qui c'était, donc... J'apprends à l'instant de quoi il est accusé. Alors après, il faut faire attention parce que bon, les gens, ils peuvent être accusés de beaucoup de choses. Après, tant qu'ils n'ont pas été condamnés et jugés, ils restent innocents. Franchement, moi, j'y serais. Vous connaissiez pas Snoop Dogg? Il y aura Thuram quand même. Est-ce que oui, tout à fait. Grand combattant antiraciste. Est-ce que vous connaissez alors Lady Gaga, Yana Nakamura, Céline Dion? Je pense que vous la connaissez, oui. Ouais. Forcément, je vais pas vous demander de chanter des chansons de Céline Dion. Lady Gaga, Yana Nakamura, ça vous parle? Oui, quand même, oui, un peu. Oui. Ça vous plaît? Oui, je suis un peu ringard, mais enfin, quand même. C'est pas ce que je sous-entendais. Mais est-ce que ça vous plaît surtout? Non, moi, c'est pas mon style, donc voilà. Mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des artistes qui parlent au monde entier, qui soient connus, qui soient capables de fédérer toutes les générations. Enfin, c'est un peu ça l'esprit des Jeux Olympiques. C'est un moment d'œcuménisme, et donc il faut avoir des sportifs qui parlent à tout le monde et qui résonnent dans les oreilles de tout le monde. Merci beaucoup Stéphane Peu, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député communiste nouveau au Front Populaire de Seine-Saint-Denis, 2e circonscription. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous.